pour dire à Liam, 5 Liam. C'est fantastique. On ne se voit pas assez souvent, tous ensemble, toute cette famille. Et en plus, quand on se voit, on crie, on n'a plus de voix, donc on a besoin de se voir. Voilà, merci Liam pour le travail que tu as fait. Et on est venu pour apporter une pierre à l'édifice. On va voir tout à l'heure comment on peut aider ensemble. L'objectif, tout de suite, c'est de lancer le 3e débat vers les éditeurs. Rapidement, pour faire ça, on est 2. Lionel, Jérôme, c'est court, associé dans un GIE, cartesurtable.com. Notre singularité, c'est d'être des obsédés visuels. En un mot, on ne va pas dans la carte pour la carte, on est ce qu'on aime, nous, c'est quand c'est écrit gros, avec des images, des couleurs, qu'on se comprend mieux, qu'on collabore mieux. On est dans cet objectif. La carte, c'est un des outils de carte sur table. C'est pas le seul, on en a plein d'autres, on a quelques post-it. Et voilà un peu la singularité de notre association. alors rapidement notre parcours usage en entreprise, c'est le point 1 qu'on va aborder tout de suite. On aura le témoignage d'un utilisateur. L'intérêt de ce témoignage, c'est d'avoir un utilisateur qui est passé par la formation à la carte manuelle, qui a pratiqué pendant 2 à 3 ans, et qui est venu à ce que moi j'appelle la carte industrielle, ou la carte informatique. Et donc il nous fera part un petit peu de son vécu sur les deux outils. Et ensuite il y aura la parole aux éditeurs, donc ils nous ont gentiment rejoints, donc je pense que le débat sera passionnant. Pour ce faire, on a 15 minutes. Alors en 15 minutes, il faut donc que je passe à la suite. Et la suite, c'est la question gadget, outils d'entreprise. Parce qu'effectivement, par notre expérience aujourd'hui de plus d'un an, en tous les cas de plus d'un an avec le carte sur table, et pour ma part de plusieurs années en tant que gestionnaire de projets dans différentes entreprises, j'ai été confronté à l'usage de la carte industrielle dans les entreprises. Donc je vais pouvoir un petit peu vous faire notre Rex. Et puis la question de mind mapping en entreprise, c'est est-ce que c'est simplement un usage personnel, ou bien va-t-on aller vers du collaboratif et encore plus de collaboratif? Enfin, l'objectif de notre rapide présentation, c'est de clarifier cette place du mind mapping dans l'entreprise, dans le prolongement de la question qui a été posée à Londres lors du premier événement Bigger Play. C'est aussi échanger au travers de vos expériences, et c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment une rencontre aujourd'hui. Donc c'est intéressant, les 3 sujets qui sont abordés cet après-midi nous ont fait découvrir plein de monde et plein de questions encore ouvertes, auxquelles on n'a pas encore la réponse. Et puis la dernière question que je poserai avant de passer à la suite, c'est est-ce que le mind mapping a réellement une place en entreprise? C'est un peu provocateur, hein, mais est-ce qu'il a vraiment une place en entreprise au travers des autres outils qu'on peut rencontrer dans les entreprises? Est-ce qu'il doit prendre la place d'autres outils? Est-ce qu'il vient se plugger avec? Il est avant, au-dessus, en dessous? C'est la question qu'on lance. Voilà. Alors pour répondre à tout ça, on s'est appuyé sur notre vécu, Lionel, moi, aux clients. On s'est aussi appuyé sur quelque chose d'assez important, les sources. Donc on les donne au début. La première chose, c'est l'étude de Chuck Frey sur le site mindmappingsoftware.com. L'avantage, il est là, c'est qu'il l'a fait en 2006 et en 2010. Donc on a pu s'appuyer sur les utilisateurs du blog de Chuck Frey et regarder un petit peu l'évolution en entreprise des usages. Je signale, ce sera peut-être abordé tout à l'heure par Jean, l'étude de Mindjet qu'on a étudiée, le mémoire de Jérémy Gardera, assez intéressant, et finalement les Google Trends, un peu les tendances de recherche sur les cartes, etc., sur la carte, le mind mapping, tout ça. Un mot, finalement, il y a très peu d'études qualitatives et quantitatives. Il y en a assez peu, particulièrement quantitatives. Donc, on est quand même assez dubitatif aujourd'hui sur l'usage professionnel en entreprise, les bénéfices, etc. On est en manque d'études, je le dis clairement. Bon. Alors, on partage quelques constats. C'est assez court, mais les constats, on les a listés quand même pour être professionnels. La première chose pour partager ça, c'est partager un peu notre vision à nous et la confronter ensemble. C'est une conviction, on est convaincu que effectivement 10 à 20% de gains de productivité individuels sont atteignables. Première chose. C'est effectivement conforté par les études qu'on a poussées. Donc voilà, on a un petit chiffre, premier chiffre, 10 à 20% de gains de productivité personnelle. Une évidence, c'est un outil viral en entreprise, on en a parlé, c'est pas un outil qui vient du top management pour descendre, c'est souvent un outil individuel qui remonte doucement. Voilà, une petite évidence, mais qu'on a tous pratiqué. C'est un outil qui se diffuse. Un frein, on partage un frein qu'on a vraiment beaucoup rencontré, mettre quelqu'un sur un outil sans le former.
Alors on a tous vécu des choses comme ça, mais un partage d'expérience à Sciences Po Paris, des professeurs, on n'est pas en entreprise, mais c'est dans un cadre de projet d'entreprise. Des professeurs mettent MindMeister dans les mains des élèves, sans les former, sur un projet, on y va, on va faire du mind mapping ensemble. Ils sont dégoûtés du mind mapping, dégoûtés. Donc c'est bien, continuons comme ça, j'ai entendu des projets dans l'école, heureusement, il y a des bonnes nouvelles, ça continue. Une réalité, on partage un autre constat, c'est une réalité, ça explose. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? On en discutera, mais vraiment, il y a de plus en plus de formateurs consultants. Il y a de plus en plus de logiciels. Alors un chiffre, combien y a-t-il de logiciels aujourd'hui? Chuck, Frey, Philippe Bokovza, qui en a travaillé pour préparer aussi, on est à plus de 200 aujourd'hui. Si on inclut les mobiles, les applications, les tablettes, le desktop, on est à plus de 200. Donc, ok, prolifération. Du plus simple au plus compliqué quand même. Hein. On a intégré beaucoup de choses, les forks, de FreePlay, etc. Voilà. Quand même un chiffre à vérifier, à confronter. Nous, on en est là, on discute. Une réalité, ça explose. Voilà, en tout cas, on voulait partager ça. Aussi dire qu'en termes de nombre d'utilisateurs enregistrés sur les logiciels, on a demandé à Mindjet, en janvier 2013, ils étaient à plus de 2 millions d'utilisateurs licenciés enregistrés, communiqué de presse de janvier. Sur FreePlay et FreeMind, on a demandé à Franck Maintenay, qui est le blog FreeMind par exemple, qui ont travaillé. Combien FreeMind, FreePlay de téléchargements par jour, je sais plus. C'est très important, vous l'aurez, je serai après, j'ai dans mes chiffres. 14 millions de téléchargements. Oui, 14 millions, merci. Et voilà, donc ces constats, ça explose. Bien sûr qu'on sait que ça vient de loin, mais ça explose. Après ces constats, après les constats, ça va nous annoncer nos regrets. Donc un petit peu triste, forcément. Déjà, on a déjà précisé qu'on manquait d'études. Donc pour étayer notre débat ensuite, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la diffusion au sein des entreprises, quand bien même ce sont des grandes entreprises, on verra quelques noms après, on ne peut que supposer que c'est un groupe d'individus qui fait de la résistance et qui met en œuvre le mind mapping dans l'entreprise. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, il n'y a pas beaucoup de partage de ces entreprises sur les réseaux. On voit plein de cartes. Des cartes et d'autres choses aussi, mais en tous les cas, on voit plein de cartes et on ne voit pas forcément des cartes qui pourraient être confidentielles pour les entreprises. Ça, c'est vraiment dommage. Le deuxième point, c'est que le regret, c'est qu'on parle dans les médias parfois du mind mapping ou des cartes heuristiques, mais on n'a pas un traitement tout à fait adéquat. C'est-à-dire que soit on se retrouve avec un outil un petit peu sectaire, il y a des gens qui font des drôles de choses, soit c'est un outil universitaire, mais on aborde rarement le côté productivité de l'outil. Donc c'est ça qui nous intéresse. Alors, je vois une tête qui hoche, c'est intéressant parce que moi, il y a un truc qui est passé au journal télévisé de France 2 en janvier 2013. C'est pas très vieux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors moi, je crois que c'est bon, on peut le regarder, ça dure 2 minutes 15, je crois. Tu vas, on le regarde. C'est gelé, on le regarde. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que le mind mapping a été inventé par un prof de maths en janvier 2013, quoi. Donc, voilà, ça met aussi plein de questions sur de quoi on parle. On vous le passe? Ah, vas-y. Je suppose qu'on fait fi des droits de la télévision et tout ça, on est entre nous, hein. On n'a rien fait. Oui, est-ce qu'il y a un message dans le fait que vous ayez pris les soldats blancs de Star Wars pour les regrets? Est-ce que vos regrets ne sont pas noirs, ils sont blancs? Est-ce que puisqu'on parlait de couleur, est-ce qu'il y a une signification particulière dans cette image? Il faut demander à Jean-Pascal. Quel niveau de maturité sont-ils avec le Star Wars? Pendant que tu cherches, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'essayer de lancer des travaux communs, tu disais qu'on avait très peu d'études. Est-ce que ça ne serait pas un premier sujet qu'on pourrait se faire ensemble, qui serait assez facile parce que... Attends. Comment utiliser les nouvelles technologies dans l'apprentissage. On a voulu saluer l'initiative d'un professeur de maths. Il s'est servi des neurosciences pour adapter complètement ses cours au fonctionnement du cerveau. L'expérience est menée depuis la rentrée à l'internat d'excellence de Montpellier. Vous allez voir, on peut apprendre. Gian Benzina avec notre bureau de Strasbourg. À partir de cette rubrique-là, vous pouvez détailler... C'est bien connu, en cours de géographie, on dessine des cartes. Mais celle-ci est un peu spéciale. Plus vous mettrez du personnel, mieux vous la retiendrez, la carte.
effectivement. Cela s'appelle une carte mentale. À la fin de la leçon, chacun de ses élèves de 4e dessine son propre résumé du cours. Et on s'est rendu compte que ça permettait de mieux ancrer dans la mémoire des notions. Plutôt que de rester sur des blocs de texte, par exemple, souvent quand on demande de réviser, les élèves qui révisent et qui font des fiches, en fait, ce qu'ils appellent des fiches, c'est recopier le cours. Chacun ses codes de couleurs pour s'approprier la leçon, et ça marche. Pour moi, j'aime pas trop lire, donc je préfère le voir en dessin. Et c'est beaucoup plus clair, parce que c'est moins tassé et c'est beaucoup plus facile à apprendre. Je pensais qu'il fallait juste apprendre par cœur, je connaissais pas le système d'apprendre tout en comprenant en fait. Cette méthode s'appelle la neuroscience. Elle s'appuie sur le fonctionnement de notre cerveau pour être plus efficace. Ce prof de maths en a eu l'idée, depuis une 60aine d'établissements l'appliquent. Si on peut connaître les facteurs qui facilitent ou qui compliquent la tâche du cerveau lors d'une situation d'apprentissage, eh bien, on gagnera en temps, en énergie et en facilité, que ce soit du côté enseignant ou que ce soit du côté élève. Même principe en cours d'anglais cette fois. Voilà une drôle de façon de réviser son vocabulaire. Là aussi, on explique le lien avec le cerveau. Si on organise les choses par catégorie de cette manière-là, comme des réseaux avec des ramifications, on reproduit exactement la manière dont votre cerveau fonctionne. Une manière de faire comprendre aux élèves que l'intelligence n'est pas innée, mais qu'elle se travaille. Une révélation pour certains. Qu'est-ce que tu disais? Je vais pas y arriver, je vais tout louper, tout ça. Il disait ça. Et là, qu'est-ce qui t'a rassuré? Ben, qu'on peut parler à son cerveau. Être en harmonie avec ses cellules grises, cela s'applique à toutes les matières, sans fausse note. Si je peux me permettre, puisque tu vas repasser sur ton PowerPoint, ça montre deux choses peut-être, une typiquement française, c'est que quand c'est un prof de maths qui parle d'une méthode, on l'écoute. Voilà. Première, et la deuxième, c'est qu'il faut récupérer l'attaché de presse de la fac de Montpellier où travaille le prof de maths parce qu'elle fait un super boulot. Il en reste encore juste un ou deux. Il y a aussi la problématique des coûts qui parfois nous est remontée auprès de clients, que ce soit des entreprises petites, moyennes ou grandes. Donc il y a peut-être un sujet à creuser là-dessus. Solution aussi qui parfois technologiquement semble se photoshopiser, c'est-à-dire qu'on rajoute des fonctions, et finalement on voudrait faire simplement une carte ce jour-là, et là on ne sait plus par où commencer. Je crois que c'est très simple, mais néanmoins on a des outils qui deviennent de plus en plus lourds, c'est aussi peut-être un petit regret, peut-être voir des espèces de versions différentes. Et puis le dernier point, ça va amener de la discussion après, c'est aussi le jargon, c'est-à-dire qu'on parle de carte heuristique, on parle de mind mapping, on parle de carte mentale, d'arbre de décision, de topogramme, de tout ce genre de choses qui sont passionnantes. Et je crois que si on ne veut pas faire peur et faire venir des clients, c'est bien ça dont on parle, il faudrait qu'on se mette d'accord déjà entre nous là, sur comment on appelle ça. Je pense que mind mapping c'est très clair, ça a l'avantage de ne pas être français, et ça clarifie un petit peu les choses et ça fait un petit peu moins peur. Voilà. Ça c'est juste la partie regret. Le règle du formateur, non? Oui. C'est une histoire rapide, mais illustrée. On a reçu un appel entrant d'un directeur général adjoint d'une boîte du CAC 40 qui nous demande une formation, un coaching mapping. Super, on y va. C'était pas une blague de copain, on y va. On arrive là-bas, on trouve une carte faite avec Mindjet, peu importe, et la carte faisait sans exagérer cette taille-là, de là jusque-là. Mais c'était un seul sujet secondaire. Le type avait appuyé sur tabulation, il avait fait sa carte. Personne ne lui avait dit, il n'avait pas été formé, il avait téléchargé, etc. On a vraiment un partage d'expérience, attention, et essayons ensemble d'avoir au moins, sans mystifier, sans complexifier, mais voilà, l'apprentissage, essayons d'aller doucement et de former les gens. Voilà, un retour d'expérience vécue auprès de clients d'entreprise tournant autour des systèmes d'information, accompagnement au projet, comment est-ce qu'on peut faire évoluer une documentation simplement. Moi j'ai pratiqué, et je pratique toujours, des grandes cartes que j'affiche dans les couloirs, dans les systèmes d'information, plutôt que de passer du temps en réunion à dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Ce qu'on se rend compte, c'est que naturellement les gens vont regarder. C'est une carte faite avec un logiciel, on est d'accord. Les gens vont regarder, et pour que vous ayez laissé des post-it avec des crayons, les gens corrigent. Vous récupérez de l'information, vous actualisez, vous refaites ça régulièrement, et vous avez le knowledge de l'entreprise qui est là, qui se partage, et les gens viennent à cette information et la donnent naturellement. D'accord, c'est une espèce de combinaison entre la carte industrielle
ou la carte informatique et la carte papier. Essayez, ça marche très bien. C'est vraiment je le vis quotidiennement, pratiquement. Alors on a pris les deux exemples les plus classiques présentés souvent, Peugeot et Boeing. Et en fait, on m'aperçoit que c'est vraiment souvent un concours de beauté. On est là. Alors en gros, les chiffres qui nous sont proposés, c'est super. PSA, dans la filiale R&D, on a fait une map de fou. Une map de fou. Donc alors, attendez, je vous le dis tout de suite, c'est une carte des 500 processus. Hein. Et on l'a mis sur l'intranet en format HTML, c'était super. Alors l'exemple de PSA, c'était bon il y a 4. Donc c'était l'usine nouvelle le 16 février 2009. Donc il faut rappeler la R&D pour savoir où ils en sont, s'ils ont été licenciés ou pas. Enfin, je ne veux pas de... Non, mais on va pas les enfoncer, peu cher. Non, bien sûr, mais c'est intéressant parce qu'on manque d'exemples concrets, un peu comme le reportage qu'on vient de voir. Deuxième exemple qu'on entend tout le temps, notre ami Boeing. Alors lui, c'est plus gros encore, c'est 8 mètres de long la carte. 8 mètres. Ils ont juste oublié la batterie. 8 mètres de long, et la carte a permis d'économiser 11 millions de dollars. Comment on calcule ça, je ne sais pas, et c'est la question que je vous pose. Quels sont les success stories que vous partagez sur la carte? Parce que finalement, bon, c'est des histoires de cartes simplement en entreprise ou de map. Mais c'est vrai que ça a généré quelque chose de positif, ça a généré des économies, des gains, etc. Mais si on ne forme pas les gens, c'est souvent une perte de temps et une perte de productivité. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mon retour d'expérience, perte de temps, perte de productivité s'ils ne sont pas accompagnés. Là, qui a la plus grande carte? Voilà, maintenant je vais inviter Laurent à nous rejoindre, puisque c'est le témoignage de Laurent Géranton, qui est du laboratoire Mondi Pharma, qui est le directeur de la communication. Et donc Jean a subi deux types de formations. Premièrement, la formation... Merci d'être là. Premièrement, une formation manuelle par Messoin il y a quelques années avec son équipe à l'époque de marketing. Et ensuite, il y a quelques mois, une équipe de com, je crois, et encore du marketing, de mémoire. Merci. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, comme on m'a demandé d'intervenir il y a très peu de temps, donc je me suis fait la petite carte là tout à l'heure, là, donc je l'ai devant moi. Et on m'a demandé donc de vous partager avec vous mon expérience du mind mapping et de l'évolution des cartes manuelles aux cartes industrielles au sein de mon entreprise. Donc en fait, mon expérience avec le mind mapping, elle a commencé de manière... c'était le hasard. Un jour, à Noël, on m'a demandé de quoi est-ce que tu aurais besoin. J'avais besoin de rien. Je dis, achète-moi un livre. Mais un livre sur quoi? Je dis, écoute, j'arrive pas à m'organiser, un livre sur comment on gère son temps. Voilà, puis on verra bien. Et puis la personne m'a offert un livre de mind mapping, c'est comment organiser son temps avec le mind mapping, et ça a commencé comme ça. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant, donc j'ai commencé à faire mes petites cartes à moi pour personnel, et puis je me suis dit pourquoi pas partager ça avec des collègues de travail. Donc on a commencé à avoir une formation, parce que moi j'étais bien évidemment incapable de faire la formation moi-même, et donc c'est le premier contact que j'ai eu avec Lionel, et j'ai dit voilà, écoute, on a 2-3 jours, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se former aux cartes? Et ça a pas mal fonctionné, en tout cas la formation a bien fonctionné, les gens ont tout à fait adopté le principe. Avec des limites cependant, on était sur les cartes manuelles, donc ça reste très personnel, elles sont pas belles. Les gens étaient un peu handicapés par le fait qu'ils trouvaient que leurs cartes n'étaient pas belles, et donc ils souhaitaient pas partager ça. Ça restait très très personnel, c'était très intime finalement, donc c'était pas un outil, c'était une belle ouverture d'esprit pour eux, mais pas un outil qu'ils souhaitaient partager en entreprise. Donc voilà, c'était une première expérience qu'ils avaient eue avec le mind mapping. Et puis moi, comme j'aimais ça, je me suis mis vraiment à le faire en entreprise. Donc je fais partie du comité de direction, et au comité de direction, je viens avec des crayons de couleur et je dessine. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur général qui accepte ça. Donc il m'a dit, si ça te va, fais-le. Moi, je ne suis pas vraiment fan, donc, mais ça pose pas de problème. Et quand il a vu que finalement, je perdais pas mon temps et que j'étais capable de faire des synthèses assez rapides et assez précises des précédents comités de direction, finalement, il a continué à me laisser présenter et travailler avec cette méthode. Ceci dit, si je voulais la répondre de manière un peu plus efficace au sein de l'entreprise, il fallait avoir un outil qui permette le partage et qui enlève ce côté « elle n'est pas belle, vous ne comprenez pas, je ne peux pas la partager ». Donc là encore, j'ai eu la chance de pouvoir proposer à mes collaborateurs une formation un peu plus poussée. Et à nouveau, donc, on est rentré en contact avec Carte sur Table et Lionel en particulier pour avoir une formation sur un logiciel, donc MindJet en l'occurrence, pour utiliser ces cartes au niveau industriel, en tout cas donner la possibilité à des gens qui avaient le complexe de ne pas bien dessiner de pouvoir utiliser ces cartes.
Donc, quels sont les facteurs clés de succès de la mise en place de ces cartes au niveau industriel dans l'entreprise? Moi, j'en ai identifié quelques-uns. Le premier, c'est qu'il faut un catalyseur. Donc, en l'occurrence, là, c'était moi parce que ça m'amusait. Donc, il faut quelqu'un qui aime vraiment et qui n'ait aucun complexe. C'est-à-dire qui les utilise vraiment, quoi. Maintenant, voilà, je suis identifié comme la personne qui s'amuse avec cette de couleurs, mais c'est plus jugé comme quelque chose de folklorique. Parce qu'en faisant des choses assez concrètes, l'organisation d'un séminaire, par exemple, qui est vraiment une opération assez concrète, assez complexe dans le cas d'un laboratoire pharmaceutique, on s'en rend compte que finalement ça aide les gens et ça fonctionne. Donc je ne suis plus uniquement vu comme étant celui qui aime les couleurs. Donc il faut un catalyseur. Après il faut des moyens, donc des moyens de formation, et puis la possibilité de pouvoir installer ce logiciel. Donc ça on a la chance de l'avoir. Ça a été dit de nombreuses fois, mais vraiment moi je le vis en entreprise, il faut que ce soit concret, donc il ne faut pas essayer de convaincre les gens, il faut simplement faire. Après il y a des gens qui aiment, puis il y a des gens qui n'aiment pas. Dans mon équipe il y a des gens qui n'aiment pas, ils ne sont pas faits comme ça, quoi. Ils sont tout à fait performants, mais en utilisant d'autres outils et d'autres manières de faire, et puis d'autres qui aiment. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Il faut du temps, bien sûr, ça ne se met pas en place tout de suite. Hein. Les premières formations, ça fait 2-3 ans, hein. Et puis on est quoi, peut-être une dizaine à pratiquer maintenant dans l'entreprise. Donc il faut vraiment du temps. Et puis il ne faut pas imposer. Il ne faut pas imposer parce qu'on va se retrouver en entreprise à avoir deux écoles. Il va y avoir ceux qui vont vouloir un petit peu s'amuser avec le mind mapping, qui ne vont pas le faire sérieusement, qui vont donner ce côté un peu folklore. Et ils vont être tout de suite à ton opposition avec ceux qui sont reconnus pour être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux, qu'on appelle les sliders, quoi. Ceux qui, quand vous leur demandez qu'est-ce que tu penses de ça, il va vous répondre, mais vous les connaissez certainement, je te fais 2-3 slides. Donc les sliders ont un pouvoir très fort en entreprise, ceux qui utilisent le PowerPoint. Il ne faut pas se mettre en opposition avec eux parce que il y a cet aspect de rigueur et de professionnalisme qui est encore davantage attaché à ce type de présentation en bullet point, hein, même si il diminue largement le nombre de bullet points, ça reste ça, donc il ne faut pas se mettre en opposition. Un des moyens pour les faire évoluer, que j'ai trouvé assez efficace, et qui vient d'être présenté, c'est les présentations un peu zen. Et on s'aperçoit qu'ils évoluent doucement vers, c'est pas vraiment du mind mapping, mais vers ce type de présentation quand ils commencent à mettre des photos de plus en plus souvent dans leur présentation pour réussir à illustrer simplement une idée qui nécessiterait beaucoup plus d'explications. Et parce qu'en entreprise, on est toujours dans la recherche du temps et qu'on accepte de moins en moins de passer une demi-heure en réunion parce que les gens sont mobilisés partout et finalement ils se rendent compte qu'ils gagnent du temps en mettant la photo plutôt qu'en essayant d'expliquer de manière complexe. Donc voilà, moi en conclusion j'avais 2 choses à vous dire. La première chose c'est que je trouve que c'est très utile, moi ça m'amuse, mais il ne faut pas que ce soit exclusif. J'entendais beaucoup de parler de il faudrait que ce soit imprimé dans toutes les entreprises et pour tout le monde. Je pense pas, il y a des gens qui n'aiment pas simplement, qu'on ne peut pas les forcer. Hein, donc voilà, moi je le propose à mon équipe et même dans mon équipe il y a des gens qui me disent moi j'aime pas, je préfère faire mes trucs, mais très bien quoi, fais tes trucs. Et puis voilà, vis ta vie et si t'es heureux comme ça c'est parfait. La carte en forme de logiciel elle est très bien parce que ça permet le partage. C'est vraiment, moi c'est comme ça que je le vis, elle permet le partage. Moi personnellement les meilleures idées je les ai pas sur l'ordinateur, je les ai sur les cartes manuelles. Et d'ailleurs je les ai pas au bureau, je les ai dans les avions, dans les taxis, ailleurs, donc là j'ai pas l'ordinateur, etc. Donc il n'y a pas d'opposition pour moi entre le logiciel et la carte manuelle, mais le logiciel c'est vrai que ça permet de rendre le côté un peu plus professionnel dont on a besoin d'entreprise parce que c'est ce qu'on valorise encore maintenant. Voilà, c'était mon expérience de l'utilisation des cartes mentales en entreprise grâce à Cartes sur table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alors demain, maintenant, on arrive à la conclusion. Demain, on a parlé rapidement, on a survolé le sujet pour pouvoir lancer le débat avec les éditeurs qui sont présents. On a parlé un petit peu de l'efficacité, de l'adaptation du mind mapping en entreprise. On se pose la question si l'enjeu de demain ne serait pas, si c'est bien utilisé, ne serait pas l'émergence de l'intelligence collective dans les organisations. Quelque part, est-ce qu'on ne fait pas un pas nouveau, qu'on ne maîtrise pas forcément d'ailleurs, hein. On peut se poser des questions et voilà, c'est la question qu'on vous pose. Et il reste aussi à faire beaucoup de choses dans l'entreprise parce que aujourd'hui ce type d'outil passe encore pour un outil, comment dirais-je, simpliste, peut-être trop visuel ou peut-être un peu étrange, quoi. Donc on a aussi peut-être à éduquer dans les entreprises, mais comme le disait Laurent, ça se fait naturellement, ça se fait par osmose et ça se diffuse tout simplement.
Pour terminer, on reviendra peut-être sur d'autres interventions tout à l'heure dans la question-réponse. On a une lettre au Père Noël. Une lettre au Père Noël, c'est 6 phrases. Tu sais qu'il n'existe pas. Voilà. Tu sais que le Père Noël, c'est les éditeurs de Mind Mapping. Donc on s'est adressé à vous. Ils existent. Pour vous passer la parole, on a préparé simplement une petite adresse à vous, une carte. Ce qu'on souhaite, c'est de plus en plus de versions low cost, même en entreprise. On est confronté à des problèmes d'adhésion parce que les versions sont encore trop coûteuses. Voilà, une réflexion à la partage. Des versions collaboratives moins gourmandes, MindMaster et autres, en bande passante. C'est énorme, il faut avoir un très haut débit pour faire du collaboratif mapping. Alors, on peut parler de la politique de formation des formateurs qui rejoint un petit peu les ressources partagées, c'est-à-dire à intégrer, impliquer les gens qui sont dans l'assistance ici, des experts ou des non-experts d'ailleurs, peut-être aux évolutions, peut-être à comment faire passer les messages autour du mind mapping, parce qu'on n'est pas des sachants, on est aussi des gens qui aimons apprendre. Un soutien plus marqué à la filière. Vous êtes présent aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde, il y a beaucoup de startups dans les éditeurs de logiciels, il y a aussi des ténors. Et dans les ténors, quand on regarde les gros ténors, il y a du soutien, il y a à la filière, il y a des voyages, il y a pas mal de choses qui sont organisées pour aider la filière. Moins de bugs, c'est anecdotique, mais entre Mac, PC, etc., il y a beaucoup de problèmes encore aujourd'hui. Et interopérabilité, à 200 outils, il faut une interopérabilité optimale, si vous plaît. Voilà, au moins entre les majeurs, quoi. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Parole. Merci. Merci beaucoup.